Bonjour à tous. Bon, merci d'être si matinal. Alors, aujourd'hui, on va finir la DE 1. Je pense qu'on aura le temps de regarder un peu le QCM qui suit les exercices parce que le menu n'est pas forcément très chargé. N'oubliez pas que le jour de l'examen et le jour des galops d'essai, ce qui vous sera demandé, c'est un QCM. Donc, il faut que vous entraîniez sur le QCM. Et d'ailleurs, à ce sujet, bon, en regardant le sujet, là, je me suis rendu compte qu'en fait, les questions qu'on vous a posées, qui sont dans le sujet, sont relatives au QCM de l'année, non pas dernière, mais de l'année d'avant. Donc, je vous conseille, bien sûr, pour vous entraîner, de regarder aussi tous les QCM qui ont été donnés depuis, qui sont sur le pays, en fait, d'accord, pour vous entraîner. Et je pense, mais je ne suis pas sûr, je pense que ma collègue Lisa Charroin a mis des quiz aussi sur le pays qui peut vous être utile pour réviser les connaissances du chapitre 1. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. Et je vous refais la même réflexion que ce que vous avez dit la semaine dernière, à savoir que je pense que si vous travaillez régulièrement, cette matière ne pose pas de problème particulier. Et si vous ne travaillez pas, évidemment, ça en posera. C'est une matière dans laquelle, normalement, votre travail devrait payer. Donc, c'est à vous de le fournir. Et je ne peux pas le faire à votre place. Je suis là pour répondre à vos questions, pour corriger l'exercice ensemble. Mais il faut bien sûr que de votre côté, vous travaillez aussi. Donc, surtout, ne pensez pas, ça aussi je le dis, c'est clair qu'on voit que les restrictions se multiplient. Ne pensez pas que ça va changer beaucoup à ce qu'on va faire. Il y aura bien 2 interrogations. Si nécessaire, elles n'auront pas lieu présentiellement, mais elles auront lieu en ligne, avec des modalités qui seront identiques. Donc elles ne seront pas plus faciles. Et c'est pareil pour l'examen. Donc surtout, ne croyez pas que vous allez être interrogé à mi-programme ou ce genre de choses. Je vois bien, il y a eu ce type de débat l'année dernière sur les examens à Paris 1. Et ça a envoyé le message selon lequel, finalement, parce qu'il y avait une alternance, les gens devaient travailler à moitié. En fait, c'est pas ça qu'on attend. Je sais bien que c'est pas facile, mais c'est comme ça. Bon, j'y vais. Donc, on s'était arrêté là. Je pense que ce qu'on devait faire, c'était effectivement faire un changement de base. Je crois que c'était cette question-là. Voilà, c'était ça. Déduire de la question 2 les indices base 100 en 2012 en effectuant un changement de base. Pour ça, il y a une formule que vous devez connaître, c'est la formule du changement de base. En fait, ce n'est pas vraiment une formule à connaître, c'est une formule à manipuler. Vous devez connaître la logique. Quand vous raisonnez sur quelque chose qui est en base 100 ou en indice, c'est comme si, pour une seule donnée, vous raisonniez sur la série elle-même. Donc finalement, pour changer la base, vous faites exactement la même chose que ce que vous feriez pour calculer directement l'indice. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez calculer l'indice de la base T, base 100 2012, que je vais noter comme ça, d'accord, comment vous feriez habituellement? Vous prendriez le PIB à la date T, vous le diviseriez par le PIB à la date 2012, on oublie le 2000 parce que c'est un peu plus lourd, et vous multipliez par 100. Ça, c'est la définition, d'accord? Quand vous faites, si vous avez déjà fait un changement de base, si vous avez déjà calculé les indices, vous allez manipuler les indices exactement comme si vous manipuliez les données initiales. Vous allez prendre simplement l'indice à la date T, donc en base 2010, évidemment, il faut que ce soit exprimé dans la même unité. Dans les deux cas, la PIB T et PIB 12, c'est tous les deux exprimés en euros. D'accord? Donc là aussi, pour recalculer l'indice, vous allez prendre l'indice en T base 100 2010 et en bas, l'indice de 12 base 100 2010. C'est exactement le même calcul. Je ne sais pas si on doit appeler ça une formule. Je ne sais pas si on doit appeler ça une formule. On comprend tous que le PIB T, le IT de 2010, je vais le faire comme ça, je l'écris une fois parce que vraiment ça me. C'est IT 2010, c'est quoi? C'est PIB T divisé par PIB 10 multiplié par 100. Ça, c'est ce qui est au numérateur. Ce qui est au dénominateur, c'est le PIB 12 divisé par le PIB 10 multiplié par 100, par définition d'un indice. Le tout multiplié par 100. Vous avez compris que ça et ça s'en va, puisque ça apparaît au numérateur et au dénominateur. Et donc, bien sûr, que c'est pour cette raison-là que les deux sont égaux.
Donc vous pouvez appeler ça formule de changement de base, et en fait comprendre qu'un indice, c'est juste un rapport multiplié par 100. Donc c'est une manière de réexprimer les données dans une autre unité. Donc si on veut le faire, on va le faire, parce qu'on nous demande de le faire, on nous demande de le calculer, déduire de la question 2 les indices base 100 en 2012. On va peut-être pas reprendre tout ce qu'on sait. Je ne vais pas renoter ici tout, on va le faire sur Excel directement. Ce que j'ai, c'est que là, j'ai un truc en base 100 2010, d'accord, donc qui vaut 100 en 2010, et je veux le transformer en quelque chose qui vaut 100 en 2012. Vous voyez que la formule telle que je l'ai donnée, cette formule, elle est générale, c'est-à-dire qu'elle s'applique, quel que soit t, elle s'applique si t est inférieur à 2010, elle s'applique si t est inférieur et supérieur à 2010, elle s'applique si t est même supérieur à 2012, d'accord? Ok? Le fait de savoir où est t, évidemment, on a plutôt tendance à traiter l'indice dans le sens du temps. Et l'indice, il peut se traiter en sens inverse du temps et ça ne pose aucune difficulté. Donc vous appliquez juste cette formule. Donc pour faire ça, il suffit juste sur Excel de prendre toutes les lignes qui sont là, d'accord, et de le diviser par quoi? Donc prendre tous les IT0, puisque c'est ça, hein, les IT0, et diviser par I1210, c'est-à-dire par cette valeur. Ok? C'est ce qu'on fait sur Excel. On le fait sur Excel parce que je pense que ça ne sert à rien de... D'accord? Donc on est là. Donc ça, c'est le tableau tel que je l'ai donné. Donc ce qu'on va faire, quelle est la formule générique qu'on doit rentrer? Donc on est sur la case, là, hein, je me mets là sur la case 2008. L'indice, la formule générique que je dois rentrer, c'est prendre la valeur qui est au-dessus, IT 2010, la diviser par IT 2012, 102,04, ok, le multiplier par 100, bien sûr, c'est ça la formule. Mais attention, quand vous allez recopier cette cellule, vous voulez que le 102,04 ne bouge jamais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre un dollar devant le F. D'accord? Si vous mettez un dollar devant le F, okay, vous avez une formule qui est recopiable. Et donc vous la recopiez, puis après je la recopie, et bien sûr que je trouve le résultat, et mécaniquement, évidemment, vous observez que en 2012, ça fait bien 100, puisque 100, regardez la formule qui est en haut, c'est bien F9 divisé par F9 multiplié par 100. Donc on a fait ce calcul, on a fait le changement. Donc, après, une fois qu'on a fait ça, on peut toujours dire, bon, ok, très bien, on nous demande quelles propriétés des indices élémentaires avez-vous utilisé. Franchement, on peut répondre à cette question, mais quand on fait quelque chose, on n'a pas besoin d'expliquer les propriétés avec lesquelles on fait, c'est un calcul élémentaire. Maintenant, on attend quand même une réponse puisqu'on nous pose la question. Je me dis, il faut répondre à cette question. Moi, je n'aime pas trop cette question parce que je la trouve... On n'a pas besoin d'appeler les choses pour les faire. On les fait, surtout pour des trucs aussi élémentaires. Mais la propriété qu'on utilise, on peut dire que c'est une manifestation de, je sais pas, de la réversibilité et de la transitivité des indices. C'est juste, je vais juste vous faire comprendre pourquoi je dis ça. C'est pas suivante. Ok, donc nous, la formule qu'on voudrait illustrer, c'est la formule suivante, hein, je le mets, c'est le fait que IT12, c'est égal à IT10 divisé par I1210 multiplié par 100. C'est ça qu'on veut montrer, d'accord? J'ai déjà montré. On peut. Pourquoi cette formule résulte aussi de la propriété de transitivité? C'est quoi la propriété de transitivité? En fait, il suffit juste de tracer la droite du temps, ça c'est le temps qui s'écoule, d'accord? Donc on aime bien que le temps s'écoule dans le bon sens. Donc faisons-le s'écouler dans le bon sens. Vous avez la date 10, la date 12, d'accord? Et puis ensuite vous voulez placer le t. Donc le t, il peut être en 2008 ou il peut être après 2012, il peut être aussi 2013. En fait, le t, il peut se mettre sur ce premier morceau, il peut se mettre sur ce morceau-là, il peut se mettre sur ce morceau-là. Peut-être que, je ne sais pas, la manière peut-être la plus simple de comprendre cette formule, c'est de se dire, bon ok, admettons que le t soit là. C'est le cas, je vais dire, numéro 1. T est supérieur à 12. C'est quoi la transitivité? C'est juste nous expliquer que quand on fait ce voyage de 10 vers t, donc IT10, cet indice, c'est le cumul de deux voyages. Le cumul d'un voyage de 10 vers 12 et puis de 12 vers t. Donc IT10,
c'est simplement égal, c'est le grand voyage, d'accord? Dans ce sens-là, hein, dans ce sens-là, parce qu'on est bien dans le sens d'écoulement du temps. C'est égal à quoi? C'est bien égal à I. Des fois, c'est plus difficile à écrire qu'à comprendre, en fait. Ça, c'est embêtant. C'est I 12, 10, c'est-à-dire ce morceau-là, multiplié par I T 12, ok? Et comme vous savez que les indices bas 100, c'est 100, d'accord? Il faut que je divise l'ensemble par 100 pour que ça fasse bien un truc en bas 100. Sinon, ça va faire du 100 au carré, ça va faire du 10 000, ça ne va pas aller. Donc ça, c'est la transitivité. Évidemment, dans ce cadre-là, le résultat qui est en haut, il est immédiat. IT12, d'accord? Si je rassemble tous les termes, c'est bien égal à IT10. Okay, si je laisse IT10 de ce côté-là, ce que je vais démontrer, c'est ça. D'accord? Dans ce cas-là, évidemment, c'est immédiat. IT12, c'est bien égal à IT10 divisé par I1210 multiplié par 100. Ok, là, c'est facile. Maintenant, vous allez me dire, mais attendez, là, vous avez pris le cas le plus simple, vous êtes mis avec un T qui est supérieur à 12. Vous avez raison. Admettons autre chose. Je ne vais pas le faire pour chaque cas, parce que sinon, on va y passer un quart d'heure pour rien. Mais là, je vais utiliser la transitivité. Maintenant, je me mets, tiens, dans une situation un peu plus compliquée, je vais le mettre en rouge. Mettons que T soit là. D'accord? C'est le cas de T est compris entre 10 et 12. Bon, T, c'est 11, quoi. OK? Dans ce cas-là, j'ai envie d'utiliser aussi la transitivité. Le problème, c'est que mon voyage de T à 10, on a l'impression qu'on le fait en deux morceaux. On le fait d'abord de 10 à T, puis, enfin, on a l'impression que ça ne va pas dans le bon sens du temps. OK? Donc, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est juste d'écrire, pour comprendre la logique, d'écrire la transitivité. Cette fois, le grand voyage, il va de 12 à 10. Donc, ce qu'on sait, c'est que I 12, 10, le grand voyage, c'est égal à I de T 10, multiplié par quoi? Je ne me suis pas trompé, multiplié par I de 12 T, le tout divisé par 100. Ça, c'est encore une illustration de la transitivité. J'ai fait ça, après ça, d'accord? Et tout ça, ça me donne ça. Donc I 12 10, c'est égal à IT 10, premier voyage, multiplié par I 12 T, d'accord? Et je suis bien dans le bon sens du temps. Et le problème, c'est que si maintenant j'essaie de faire un peu le même calcul comme je le fais, ici, je n'ai pas un IT12, j'ai un I12T. Alors que dans ma formule, je vois ce que j'ai, c'est un IT12. Autrement dit, j'ai un indice en sens inverse du temps. Bon, alors, en fait, et donc du coup, je ne peux pas faire le résultat, il n'est pas aussi immédiat, ça ne va pas marcher de la même manière. Si je vais essayer d'écrire IT12, vous voyez, je vais avoir, je vais essayer de le faire, essayons de le faire, je vais avoir un double problème, je vais avoir, si, je peux l'écrire, j'essaie de l'écrire, je trouve que I12T, d'accord, c'est comme ça que je trouve, c'est égal à, donc I12T, c'est égal à I12 10 divisé par IT10 multiplié par 100. D'accord? C'est ce que je trouve. Et là, vous allez me dire, mais non, mais attendez, c'est pas ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer que c'est IT10, c'est en sens inverse. Bien sûr, parce que I12T, c'est pas IT12. I12, c'est l'indice 12 par rapport à T. Donc le problème, c'est qu'on est en sens inverse du temps. Mais ce qu'il faut, c'est utiliser une propriété qu'on appelle l'inversibilité. C'est que si vous voulez aller en sens inverse du temps, il faut simplement prendre l'inverse de l'indice. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est égal à quoi I12T par rapport à IT12? IT12, ou alors on peut dire ça comme ça, IT12 c'est quoi? IT12, c'est quelque chose qui est relatif. Quand vous allez en sens inverse du temps, il vous faut inverser les indices. Et bien sûr, quand vous inversez un indice, donc IT12, c'est quelque chose qui est relatif à l'inverse. Mais attention, comme un indice, c'est quelque chose qui est 100, vous allez faire 1 sur 100. Donc pour le faire, il faut mettre ici un 100 au carré pour que ça marche. D'accord? Et cette fois, ça marche, puisque vous voyez que, en fait, mon I12T qui est là, si j'applique cette formule, je vois que IT12, c'est égal à 100
au carré multiplié par l'inverse de 1 sur I 12t. Voilà, multiplié par 1 sur I 12t. Et I 12t, il est là. Donc 1 sur I 12t, on est d'accord que c'est I T10 divisé par I 1210. Je l'inverse. Hein. Donc je mets ce qui est en haut, je le mets en bas, et ce qui est en bas, je le mets en haut. Divisé par 100. OK? Le 100 qui est là s'en va avec le carré qui est là. D'accord? Puisque je multiplie par 100 au carré. Et vous voyez que j'ai exactement la formule. C'est 100 fois IT10. C'est bien IT10 divisé par I1210. D'accord? Multiplié par 100. C'est exactement ce que je veux démontrer. OK? Alors je pourrais faire le troisième cas. Le troisième cas, ça serait de mettre T là, en vert. Je ne vais pas le faire. Parce que sinon, on perd du temps. Ce qu'on a vu, c'est que les deux propriétés qu'il faut utiliser, c'est la transitivité, et là, on a utilisé l'inversibilité. Il faut combiner les deux. Mais ça ne sert à rien de dire ça. C'est simplement la définition de l'indice qui fait qu'on a ça. Donc ça ne sert à rien de faire des choses compliquées quand on a des choses simples. Là, ce que je viens de faire, c'est de faire des choses compliquées pour des choses qui sont très simples. Et donc, on perd du temps. On perd du temps, non seulement on perd du temps, mais en plus, on peut introduire, pour ceux qui ne comprennent pas très bien dès le départ, une complexité là où elle ne devrait pas être. Quand vous avez une base, bah, c'est tout simplement ça. C'est que quand vous avez la base 100, c'est comme si vous aviez la valeur elle-même. Donc si vous voulez recalculer dans une autre base, il suffit de reprendre la même formule, diviser IT10 par I1210 multiplié par 100. Bien sûr, il faut que ce soit dans la même base, c'est-à-dire que ce soit exprimé dans la même unité par rapport à la même référence. Et donc c'est ce qu'on a fait dans la formule Excel. Donc le changement de base, c'est un truc qui est totalement évident compte tenu de la définition de l'indice. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des propriétés pour le démontrer. Les propriétés, c'est les propriétés habituelles des chiffres, je ne sais pas, commutativité, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des trucs élémentaires. Donc on a passé un peu de temps là-dessus, d'accord? Je vous invite à réfléchir à effectivement ce qui pourrait se passer en vert et essayer de comprendre aussi. En même temps, ce n'est pas très intéressant. C'est du temps passé. OK. On va essayer de passer à une question dans laquelle on perd un peu moins de temps. Quel est le taux annuel moyen de variation du PIB entre 2008 et 2013? D'accord? Donc là, évidemment, on nous demande de calculer un TV, un taux annuel moyen de variation. Un T annuel moyen de variation. Un TAMV, et on le fait entre 2008 et 2013. D'accord? Donc 2008-2013, c'est de là à là, et donc c'est 5 variations. D'accord? Ça incorpore 5 valeurs. 5 taux de croissance. Il y a 6 valeurs, 6 poteaux, il n'y a que 5 intervalles. Logiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est appliquer une formule toute simple, qui consiste à cumuler les taux de croissance. Donc je pourrais l'écrire comme ça, je pourrais dire 1 plus le TAMV de 8 à 13, d'accord, plus 1, c'est égal à quoi? Bah, je vois de 2008 à 2009, ça a baissé de 3,14, donc ça ferait 1 moins 3,14%, puisque je vais prendre le coefficient multiplicateur qui est associé au premier truc. Ensuite, 1 plus 1,72%. Ensuite, 1 plus 2,03%. Ensuite, 1 plus 0,01%. Ensuite, 1 plus 0,21%. D'accord? Et qu'est-ce que je fais après? Je fais tout ça, et je le prends puissance 1/5. D'accord? C'est comme ça qu'on calcule le TAMV. Évidemment, une autre manière beaucoup plus simple de le faire, c'est que ce que j'ai calculé ici, j'ai fait du travail avant. Donc là, j'ai mis ce tableau. Mais avant, j'ai bien calculé à un moment l'indice de 2013 bas 100 2008. D'accord? Le TAMV, c'est aussi égal à quoi? 1 plus ce TAMV, c'est aussi égal à l'indice du PIB de 2013 par rapport à l'année 2008, bas 100 2008, divisé par 100 à la puissance 1/5,
moins 1. C'est la même chose. Puisque l'indice de 2013, base 100, 2008, on l'a précisément calculé en cumulant les variations entre 2008 et 2013. D'accord? Donc la bonne manière de faire, compte tenu de ce qu'on a déjà calculé, on ne va pas se prendre trop la tête. On a déjà calculé l'indice base 100, 13 par rapport à 8. Donc, ce que l'on voit, si vous regardez le fichier Excel, on reprend notre fichier Excel, tout est dans le fichier Excel. Si vous regardez, vous voyez que, ok, on a fait ça, on avait ce taux de croissance, ensuite on a calculé le base 100 année précédente, après on a calculé justement base 100 année 2008. Et comment on a fait pour calculer base 100 année 2008? On a précisément cumulé toutes les formules, toutes les variations qu'il y a eu là, d'accord? Et le base 100 2008, on a trouvé que c'était 100,75. Donc, ça signifie que de 2008 à 2013, on est passé de 100 à 100,75. Ça n'a pas beaucoup avancé. Hein. Donc, on a augmenté de 0,75% en 5 ans. D'accord? À quelle variation ça correspond en termes de TAMV? Eh ben, on va prendre 100,75, on va le diviser par 100, c'est 1,0075. On va le mettre à la puissance 1 cinquième et on va lui enlever 1. On ne va pas récupérer grand-chose, hein, parce que si vous avez 0,75% sur 5 ans, et si on vous demande de combien ça a cru par an, vous allez trouver un truc du genre 0,14%. D'accord? On fait ce calcul. C'est ce que je fais là. Regardez, TAMV 0,13. D'accord? J'ai fait quoi? Je prends G8. G8, c'est 100,75. Je le divise par 100. Je le mets avec le chapeau. Le chapeau en Excel, ça veut dire puissance. Puissance 0,2. Un cinquième, moins 1. Et j'obtiens 0,149. Et vous voyez que 0,149, c'est pas loin de 0,149. Si vous passez de 100 à 100,75 en 5 ans, ça fait une hausse de 0,75%. D'accord? C'est que dalle. Sur 5 ans. C'est le taux de croissance cumulé. Maintenant, comment vous avez le TVAM moyen? Et bien simplement, vous prenez la racine de 1 cinquième, vous mettez à la puissance 5, de 1,00, il y a tellement de zéros qu'on finit par s'y perdre, il ne faut pas s'y perdre, d'accord? C'est-à-dire le ratio entre 100,75 et machin, vous lui enlevez 1, d'accord? Et d'après mon calcul, ici, c'est ce que je fais, je trouve 0,149%. D'accord? Vous voyez que 0,149%, c'est pas très éloigné. En fait, c'est ça la réponse. Évidemment, je pourrais mettre plein de chiffres après la virgule. D'accord? C'est pas très éloigné de 0,75% divisé par 5. C'est-à-dire 0,15%. La différence entre les deux, c'est que là, vous utilisez une moyenne arithmétique pour calculer le TVAM, ce qui n'est pas la bonne manière de faire, mais ce qui est approximativement juste. Donc, c'est le réflexe que vous devez avoir. Et là, vous faites avec la formule exacte. Cette approximation est d'autant meilleure que la variation est petite. Donc ici, 0,75%, c'est que dalle. C'est pour ça que quand vous le faites, vous êtes assez proche du bon résultat. Donc, finalement, au lieu de vous prendre la tête un peu trop, ce qui est quelquefois inutile, il faut la prendre au bon moment, se prendre la tête. 0,75%, bah oui, sur 5 ans, c'est à peu près 0,15% par an. D'accord? En fait, c'est un petit peu moins, c'est toujours un petit peu moins. Parce qu'il y a le cumul du taux d'intérêt qui joue. Donc c'est ça qui fait que c'est 0,45. Donc je vais calculer là, d'accord? Et si j'avais calculé la moyenne arithmétique, pourquoi je trouve... Ah oui. Ça, c'est 0,75% divisé par 5. Ce que j'aurais pu faire, une autre manière de faire, c'est que j'aurais pu faire un truc encore plus faux, en fait. D'accord? C'est que ce que je peux faire, regardez, je pourrais prendre, au lieu de prendre le TVAM moyen en regardant le cumulé en le divisant par 5, je pourrais prendre le TVAM moyen en prenant tous les éléments de la première ligne et en les divisant par 5, la somme, c'est-à-dire en prenant la moyenne arithmétique des taux de croissance. Si je le fais, c'est ce que je fais en bas, là, avec mon 0,166,
Vous voyez, là, je commets une plus grosse erreur. C'est-à-dire que je prends moins 3,14%, j'additionne 1,72, 2,03, 0,01, 0,21. C'est le taux de croissance que j'ai eu à chaque fois. Et je les divise par 5. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, je fais la somme des C6, G6, et je divise par 5. D'accord? Et là, je trouve 0,166%. Vous voyez que cette autre technique, elle est moins bonne évidemment que celle qui consiste à diviser par 5. Pourquoi? Parce que simplement, non seulement le taux de croissance est faible, ce qui fait que l'approximation est bonne ou pas. C'est que non seulement il faut que le taux de croissance soit faible, mais ici, en fait, le taux de croissance, il varie beaucoup. Il vaut moins 3, après il vaut 1, etc. Et du coup, si vous faites la moyenne arithmétique, vous allez trouver 0,166%. Et vous voyez, c'est relativement éloigné du bon résultat. Relativement, d'accord? Donc la bonne manière de faire, c'est de calculer le taux de variation annuel moyen en faisant la racine cinquième, ce qui exige des calculs, ou alors de prendre le cumulé divisé par 5 si les variations sont petites, ou alors faire la moyenne arithmétique, et dans ce cas-là, il faut savoir que c'est une approximation. Donc on vous demande d'être rigoureux. Donc voilà, donc j'ai répondu à cette question. Ok, c'était ça. Calculer la moyenne des taux arithmétiques des taux de variation présents dans le tableau. D'accord. Donc ici, j'ai trouvé commenté, bon, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire, hein, je trouve 0,149%. D'accord. Commenté, c'est faible. La moyenne arithmétique, je trouve 0,166%. Bon, évidemment, comparé là, ce n'est pas la même chose parce que on ne cumule pas des taux de croissance en faisant une moyenne arithmétique. On ne calcule pas un TVAM, on ne cumule pas des taux de croissance en sommant des taux de croissance, et on ne calcule pas un TVAM en faisant une moyenne arithmétique. Il faut faire une moyenne comme j'ai inscrit là, et là je trouve ce qu'il faut, c'est-à-dire 0,00149. Ok. Bon, dernière question. Quel niveau pourrait-on anticiper pour 2014? Alors ça, c'est ce qu'on appelle faire une prévision. Donc c'est un exercice assez standard, c'est de se dire, on va faire une prévision. Je vais noter comme ça, PIB chapeau, pour dire prévision du PIB en 2014. Évidemment, je vais le faire en connaissant le PIB des années précédentes. Donc qu'est-ce que je peux faire? Soit, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux simplement prendre la dernière valeur connue du PIB, le PIB 2013, et puis le multiplier par un taux de croissance. Lequel? Soit je prends le dernier taux de croissance observé, mais dans ce cas-là, vous dites, bah oui, mais le dernier taux de croissance observé, il est peut-être élevé. Je ne sais pas, c'est le dernier taux de croissance observé. Soit éventuellement, je peux le faire par le TVAM. Oui. Comment? Comment vous dites? Par le TVAM. Ouais. Ok. Alors, c'est une question, en fait, le taux de variation annuel moyen. D'accord? Vous pourriez faire ça. C'est peut-être la bonne manière de faire. Donc dans ce cas-là, vous voyez, vous allez trouver, en fait, comme le TVAM, il est très très faible, vous avez un quotient multiplicateur qui était de 0,0149, d'accord? Vous allez prendre la valeur du PIB en 2013 et vous l'allez multiplier par 0,0149, c'est-à-dire que vous allez faire comme si il y avait une croissance de 0,149%, d'accord? Et donc, le PIB 2013, je ne sais plus combien il vaut, je ne sais pas, je ne vais pas noter. Il faudrait que je regarde ma feuille Excel. On l'avait déjà calculé depuis 2013, hein, d'accord? Le PIB 2013, hop, je cache open board. Ok, je prends le PIB 2013. Vous savez, vous vous rappelez, on l'avait reconstitué parce qu'on avait donné la valeur du PIB en 2010 et on avait récupéré le PIB 2013 en utilisant l'indice base 100 2010. Donc en multipliant 1936 par 102,25 divisé par 100. Ça fait 1979,65. Et donc, après, si vous voulez faire une prévision, je crois que je l'ai fait là, d'accord? Ça, c'est ça la prévision. Prenez ce 1979,65 et vous le multipliez par 1 plus le TVAM, c'est ce que j'ai dû faire dans cette case. Ouais, alors j'ai multiplié par G11, multiplié par G7, donc G11. G11, c'est bien G11, c'est bien la dernière valeur connue, d'accord? Et je l'ai multiplié par G7 divisé par 100. C'est quoi G7? G7 divisé par 100. Ah oui, alors non, je n'ai pas fait ça en fait. D'accord? Si je le fais, parce que j'ai deux manières de le faire,
je peux prendre la dernière valeur, donc j'ai 11, okay, et je multiplie par 1 plus le TVAM, c'est-à-dire par cette valeur. On est OK? Je rentre et j'obtiens 1982,60. OK? Vous pourriez me dire, mais en fait, puisqu'il faut discuter de la pertinence, vous pourriez dire, mais attendez, OK, la croissance moyenne, elle a été de 0,149% sur cette époque-là. Peut-être que la dernière valeur du taux de croissance est finalement plus représentative de ce qui s'est passé, de ce qui se passera l'année prochaine. En gros, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit utiliser le taux de croissance moyen observé entre 2009 et 2013 ou la dernière observation du taux de croissance? Vous pourriez aussi prendre 0,21%. C'est une alternative. Ça ne changera pas grand-chose, hein, parce qu'entre 0,149% et 0,21% de croissance, d'accord, ça ne fera pas des milliards d'euros de différence. Hein, d'accord. C'est une alternative. C'est une question, je n'ai pas de réponse à cette question. OK. Donc ça fait ce résultat-là que vous pouvez retrouver sur la feuille Excel 1982,60. Donc vous avez vu, hein, comme ici j'ai un résultat qui est en pourcentage, je fais bien G11 multiplié par 1 plus C13, et C13 c'est 0,149%, c'est-à-dire 0,00149. Okay. D'accord, on peut passer à l'exercice suivant. Analyse de variation en glissement moyenne. Donc, le tableau suivant décrit les variations successives d'un trimestre à l'autre de la rémunération mensuelle d'un salarié. Donc, ce qu'on nous présente comme données, en fait, c'est combien il gagne à chaque trimestre, mais en termes mensuels. Donc, on est d'accord que si on veut obtenir, j'en sais rien, si vous voulez obtenir le salaire de l'année 1, je sais pas, si vous voulez obtenir le salaire de l'année 1, il vous faut quoi? Il vous faut additionner ce qu'il a gagné tous les trimestres, d'accord? Donc il faut additionner le premier trimestre, il a gagné 1650, mais il a gagné 3 fois. Donc il a gagné 3 fois, ça n'a rien de pas l'aligner, il a gagné, d'accord, le salaire total de l'année 1, c'est 3 fois 1650, plus 3 fois 1700, puisque second semestre, son salaire mensuel moyen a été de 1700, plus 3 fois 1750, plus 3 fois 1820. Je vais vous calculer ça. Ça fait 6920 multiplié par 3. Ça fait combien ça, 3 fois 6920? Fois 6920. Ça fait 3 fois 7000, ça fait 21 000 moins 240. Ça fait 20 760. C'est ça? Un truc comme ça. D'accord. Ça, c'est son salaire de l'année. C'est son salaire annuel. On appelle ça un salaire annuel. Maintenant, si vous voulez calculer le salaire mensuel moyen sur l'année, je vais noter W bar 1, c'est le salaire mensuel moyen sur l'année 1. Vous faites simplement 20 760 divisé par 12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Donc vous obtenez un certain nombre, 1730. Bon, ce type de calcul, vous le faites parce que, en fait, c'est une variable qu'on appelle une variable de flux. C'est un flux. Donc, si vous voulez faire de l'agrégation temporelle, c'est comme ça qu'on appelle ça, agréger temporellement, c'est-à-dire passer du mensuel à l'annuel, ben, si vous êtes face à une variable de flux, vous devez additionner les flux pour trouver un nouveau flux. Donc, bien sûr que pour avoir le salaire annuel, vous avez tous compris, c'est quand même un principe de bon sens, que vous allez additionner ce que vous avez gagné durant l'année. C'est bien une variable de flux. Donc, ce n'est pas une variable de stock. Une variable de stock, c'est une variable. Si vous faites de l'agrégation temporelle, vous n'avez pas besoin de l'additionner. Quel est votre compte en banque, le solde de votre compte en banque l'année la première année? Bah déjà, vous allez me dire, mais à quelle date? En général, on dit au 31 décembre, en fin d'année. Quelle est la valeur de votre compte en banque en fin d'année? Donc, ça veut bien dire que c'est une variable de stock.
et vous prenez simplement la valeur de votre compte en banque le 31 décembre et vous l'obtenez. Toutes les autres valeurs, vous les supprimez. Ce qui s'est passé en juin, etc., ça n'a aucun intérêt. Vous voyez la différence entre une variable de flux et une variable de stock? C'est qu'une variable de flux, il faut additionner les flux pour trouver un flux, et puis une variable de stock, vous n'avez pas besoin de les additionner. Donc c'est du bon sens. Si on vous demande quel est le chômage en 2019, vous allez dire le chômage en 2019, c'est le chômage au 31 décembre 2019. Ça, c'est juste une convention. On pourrait prendre le chômage au 31 juin, on prend en fin d'année. On bien mesuré en fin d'année. Du coup, le traitement, bien sûr, que vous avez de la variable n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup de variables en économie qui sont des flux, des PIB, consommation, etc. Vous avez compris. Et puis il y en a d'autres qui sont des stocks, qui sont observés à un moment donné du temps. Donc ici, c'est une variable de flux. Calculer, alors du coup, une variable de flux, ce qui est pertinent quand on a une variable de flux, c'est effectivement faire éventuellement des calculs en glissement mensuel, alors, ou plutôt en taux de variation en moyenne annuelle, ce qu'on nous demande de faire. C'est quoi faire l'évolution du salaire en glissement annuel du quatrième trimestre de l'année N-1 au quatrième trimestre de l'année N, pour N égale 2, N égale 3. Ça consiste simplement en glissement, c'est-à-dire que vous allez prendre un glissement annuel, vous allez faire glisser les choses de manière annuelle, vous allez prendre une valeur du quatrième trimestre, ici, 2002, et vous allez la comparer à ce qui se passait un an avant. D'accord? Donc c'est ça. C'est 4 trimestres avant. Donc évidemment, ce que je viens de faire ici, vous pouvez ensuite le faire glisser. C'est pour ça que vous allez prendre une fourchette comme ça et vous pouvez la faire glisser pour calculer des taux de variation annuels qui seront bien sur un an, mais qui concerneront ce qui s'est passé au cours d'un trimestre. Vous pouvez dire, voilà, au quatrième trimestre de l'année 2, j'ai gagné tant de pourcents de plus qu'au quatrième trimestre de l'année 1. Ça ne dit pas grand-chose sur l'évolution. Ça ne dit pas tout sur l'évolution de votre salaire entre l'année 2 et l'année 1. Ça dit quelque chose. Donc on peut le faire. On me dit, première question, calculer l'évolution en glissement. Donc je vais noter comme ça, l'évolution, la variation en glissement entre le T4 de l'année 2 et le T4 de l'année 1. Donc le T4 de l'année 2, je le note comme ça, T4-2, et je dois le comparer au T4 de 1. On va le noter comme ça. C'est égal à combien? C'est donc égal à 2060, c'est un taux de variation, il est bien en annuel, divisé par 1820, moins 1. D'accord? Et ça vous fait... Combien vous avez trouvé? 13,19%. Ensuite, on nous demande de faire le même calcul. Vous voyez, c'est un glissement qu'on nous demande de faire parce qu'après, on fait glisser cette fourchette comme ça. Ça, on pourrait le calculer tout le temps. D'accord? Je peux le faire là, et puis après, je peux la faire glisser. Donc, je calculerai pour ça. D'accord? Et je comparerai bien en glissement comme ça, tous les trimestres. J'aurai des taux de variation annuels qui consisteraient à comparer le T4 au T4, le T3 au T3, etc. Donc, je peux le faire bien sûr aussi entre le T4 de l'année 3 par rapport au T4 de l'année 2. Et donc là, je vais comparer 2220 à 2060 moins 1. D'accord? Ça, je trouve combien? « 7,77%. OK? Ça ne nous dit pas grand-chose sur la manière dont votre salaire... Enfin, ça nous dit des choses sur la manière dont votre salaire a évolué. Mais évidemment, quand on vous demande de combien votre salaire a augmenté sur un an, d'accord, si on vous pose la question comme ça, de combien votre salaire a augmenté sur un an, vous n'allez pas commencer à comparer ce que vous avez gagné au cours du dernier trimestre à ce que vous aviez gagné au cours du dernier trimestre de l'année d'avant. On a l'impression que ce qu'on vous demande, c'est plutôt de comparer votre salaire annuel de cette année au salaire annuel de l'année précédente, si on vous pose la question en fin d'année. Donc ça, c'est la deuxième question, c'est calculer les taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel. Ça fait mal à la tête. C'est le TVMA, oui? Oui, 2220. Ok, excusez-moi.
calculer le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel. D'accord? Donc ça, c'est calculer non pas un taux de variation annuel moyen, c'est calculer un taux de variation en moyenne annuelle. Ça veut dire quoi en fait? La moyenne annuelle, c'est quoi? C'est juste constater que l'année 1, le salaire, la moyenne annuelle du salaire mensuel, l'année 1, c'est 1730. On l'a calculé ici, d'accord? On l'avait calculé ici. Comment on l'avait obtenu? En sommant tous les salaires de l'année et en divisant par 12. Autrement dit, le salaire moyen, le salaire mensuel moyen sur l'année, d'accord, multiplié par 12, c'est le salaire annuel. De la même manière, on peut calculer W bar 2. Alors, est-ce que vous l'avez calculé, W bar 2? W bar 2, c'est 1947,5. Vous pouvez calculer W bar 3. W bar 3, vous obtenez en sommant 2120 plus 2140 plus 2200 plus 2220 en divisant par 4. Ça fait 1947, non, 2170, d'après mes calculs. D'accord? Donc vous avez compris que quand je calcule le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel, en fait, sachant que la moyenne annuelle du salaire mensuel n'est rien d'autre que le salaire annuel divisé par 12, ce que vous calculez, en fait, c'est simplement le taux de variation annuel du salaire annuel sur l'année civile. D'accord? C'est bien ça qu'on fait comme calcul. Donc je le fais. Donc ça, on a déjà répondu. D'accord? J'en suis là. Donc on est OK que pour calculer le taux de variation en moyenne annuelle du salaire mensuel, je prends mes valeurs moyennes du salaire annuel, W bar 2, W bar 1, W bar 2 c'est 1947,5, et W bar 3 c'est 2170. D'accord? Et donc, si on me dit de calculer le TVMA de 2 par rapport à 1, ce qu'on me demande de faire, c'est de rapporter la valeur de 2 par rapport à la moyenne sur la valeur de 1, lui enlever 1, d'accord? Et ceci, c'est égal à 12,57%. Et on est d'accord que c'est aussi égal à 12 fois 1947,5. 12 fois 1947,5, ce n'est rien d'autre que le salaire annuel de l'année 2, divisé par 12 fois 1730, ce n'est rien d'autre que le salaire annuel sur l'année 1, le 12 et le 12 qui est là s'en vont, d'accord, moins 1, et vous trouvez ça. Donc ce TVMA, c'est simplement le taux de croissance du salaire annuel sur l'année civile. Ok? Donc je peux le faire, bien sûr, de la même manière, en considérant cette fois 0,3 par rapport à 0,2. Je vais comparer 2170 à 1947,5, moins 1, d'accord? J'obtiens un certain nombre qui est 11,42% et qui est aussi la variation annuelle du salaire annuel sur l'année civile. D'accord? Donc calculer pour une variable de flux un taux de variation en moyenne annuelle, c'est comme si on calculait, si on le calcule en tout cas en comparant, en considérant que l'année c'est l'année civile, c'est comme si vous calculiez un taux de croissance annuel de la variable annuelle. D'accord? Ok. Donc dernière question, on nous demande de calculer le taux de variation annuel moyen du salaire de A entre le 0,11 et le 31,12,3. Alors, vous voyez, on a calculé un TAMV entre 2 et 1, 12,57%. On a calculé un TAMV entre
3 et 2. 7,17%. Et là, on nous demande de calculer un TVAM du salaire de A entre le 1er janvier 1 et le 31/12/03. C'est toujours rédigé comme ça la question ou pas? Ça, c'est les questions de l'année dernière. Ouais. J'ai l'impression que la réponse qui est attendue, ça serait de calculer un TVAM, d'accord, entre l'année 1 et l'année 3, d'accord, consisterait simplement à prendre l'évolution globale sur les 2 années. Donc, entre 1 et 2, ça a augmenté de 2,57%. Entre 2 et 3, ça a augmenté de 7,17%. D'accord? Donc ça, c'est bien le taux de croissance cumulé. De prendre sa racine, parce qu'il y a 2 ans qui sont écoulés, et enlever 1. D'accord? C'est la réponse, certainement, qu'on nous demande. Ça fait 11,995%. Ça fait 12%. D'accord? En même temps, je trouve que qu'est-ce qu'on a fait là? On a calculé un taux de variation annuel moyen d'un salaire annuel. Appelons ça comme ça. C'est le taux de variation annuel moyen du salaire annuel sur 2 ans. D'accord? C'est ça qu'on a fait. Vous voyez, là, c'est un peu ambigu parce qu'ils disent du salaire de A entre le 0,11 et le 31,12,3. Moi, je trouve que d'un côté, j'ai envie de répondre ça. En même temps, comme ils nous disent du salaire de A entre le 0,11 et le 31,12,3, d'accord? Ça peut être interprété d'une autre manière. Oui? Si, vous avez raison. Je ne regarde pas la bonne ligne. Là, j'ai mis la variation en glissement sur mes notes. D'accord? Ah oui, oui. Là, c'était bien 11,42. Ok, d'accord. Je me suis trompé en recopiant, en fait, c'est pas grave. Je suis désolé. Je mets 11,42. Ok. Mais ça fait bien 12. Hein. D'accord? Quand je le fais, ça fait mon résultat est juste. Donc, ça fait, autant pour moi, ça fait 11,42. D'accord? Et là, ça fait 11,42. Et vous voyez, cette erreur, on peut la repérer tout de suite parce que si on avait fait, je trouvais 12%. D'accord? Vous voyez, si j'avais fait un petit calcul, comme on dit, back of the envelope, là, un peu comme ça, en première approximation, j'aurais pu prendre 12,57 plus 11,42, d'accord? Ça me fait du 23, et que j'aurais pu le diviser par 2, ok? Bah, j'aurais trouvé quelque chose qui n'était pas très éloigné non plus de 12%, d'accord? Donc ça marche à peu près de faire ça. Et c'est pas comme ça qu'il faut le faire. D'accord? C'est à peu près juste. Donc, évidemment, ce calcul, il marche d'autant bien. Vous avez compris que, imaginez que vous avez une variable qui croît pendant 2 ans au taux de 10%. Le taux de variation annuel moyen, c'est combien dans ce cas-là? Si la variable augmente de 10% chaque année, bah, c'est 10%. D'accord? Ça ne peut pas être autre chose. Donc, vous voyez que ici, ça a augmenté de 12,57 et de 11,42%. Ça a augmenté quasiment de la même manière, autour de 12%. Donc, évidemment, si vous faites la moyenne par 2, vous allez trouver que c'est à peu près 12%. La bonne manière de calculer, c'est comme ça. Okay, si vous faites une moyenne arithmétique, vous tombez sur un résultat qui est approximativement bon, parce que ça peut augmenter. Et ça serait juste, cette fois, si le taux de croissance était tout le temps le même. D'accord? Évidemment, c'est un calcul juste. Si vous avez quelque chose qui augmente tout le temps de 10%, le taux de variation annuel moyen, c'est de 10%. D'accord. Donc ça, c'est la réponse à la question. Ça vous va comme réponse? Vous trouvez que la réponse est claire? Bon, tant mieux. Si vous trouvez que la réponse est claire, ça ne sert à rien de rendre moins clair en donnant une autre réponse. On va au dernier exercice. Donc, cette fois, dans le dernier exercice, on analyse le chômage. Donc, on nous demande, le tableau ci-dessous fournit le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en fin de trimestre. D'accord? Donc, effectivement, d'habitude, dans ces cas-là, c'est plutôt de le noter en fin de trimestre. On pourrait le noter en milieu de trimestre ou en début de trimestre. Ben, on note en fin de trimestre.
c'est à la fin du mois que vous constatez le solde de votre compte en banque. La variable est-elle un flux ou un stock? Donc, cette fois, la variable est un stock. Si vous voulez avoir le chômage de l'année 2012, vous regardez le niveau du chômage le 4e trimestre de l'année 2012. Ça vous donne le chômage au 31 décembre de 2012. D'accord? Ça signifie que les variables que vous avez sur la dernière ligne sont simplement les variables annuelles. Donc cette fois, pour passer du trimestriel à l'annuel, vous n'avez pas besoin de sommer divisé par 4. C'est une variable de stock. Vous regardez juste la 4e ligne et vous ignorez le reste. C'est bon sens. C'est une variable de stock. D'accord? Quel sens aurait le calcul d'une moyenne annuelle des demandeurs d'emploi? C'est ce qu'on avait fait précédemment, c'est ce qu'on fait dans le PIB. On additionne les salaires mensuels pour trouver un salaire annuel. On ne va pas additionner les chômeurs mensuels, les diviser par 12, pour trouver le chômage annuel. On va prendre simplement le nombre de chômeurs au 31 décembre. D'accord? Donc, quel sens aurait le calcul d'une moyenne annuelle des demandeurs d'emploi? Moyenne arithmétique par colonne, je ne sais pas, ça aurait un sens, ça serait la moyenne annuelle des demandeurs d'emploi. Ce ne serait certainement pas le chômage annuel. On ne va pas dire que ça n'a aucun sens, parce que ça a quand même un sens. Mais ça ne calcule pas le chômage annuel. Si vous voulez calculer le chômage annuel, vous n'avez pas besoin de le calculer, vous prenez la dernière ligne, point barre, au trimestre 4. Différence entre une variable de flux et une variable de stock. Lorsque cela est possible, donc ça c'était la première question. Donc, voilà. Donc ça c'est les mêmes données, hein, d'accord? Et donc maintenant on nous dit, lorsque cela est possible, calculer le taux de variation en glissement annuel. Donc cette fois, quand vous calculez un taux de variation en glissement annuel, qu'est-ce que vous faites? Vous allez comparer en fait, compte tenu de la manière dont sont présentées les données ici, vous allez comparer le trimestre 1 au trimestre 1 de l'année précédente. Donc, quand vous faites ce calcul-là, vous comparez les colonnes entre elles. D'accord? Avec 4 trimestres d'écart, comme on faisait tout à l'heure. Et cette fois, vous voyez que ça a un intérêt parce que quand vous comparez au premier trimestre, vous comparez le 31 mars de l'année 2013 au 31 mars de l'année 2012, c'est-à-dire un an avant. Mais vous pouvez affirmer au 31 mars 2013 que le chômage s'est accru de tant de pourcents au cours des 12 derniers mois. Au cours de la dernière année, vous allez dire écoulée. D'accord? Vous comprenez ça? Donc c'est bien un taux de variation annuel que vous calculez. Donc cette fois, faire un glissement, ça a un intérêt parce que en fait, le glissement, il permet de calculer un taux de variation sur les 12 derniers mois écoulés, d'accord, d'une variable de flux, de stock. Et évidemment, vous avez cette propriété qui est que du coup, ce calcul effectué pour le dernier trimestre vous donne ce qu'on appelle la variation annuelle du chômage sur l'année civile. D'accord? Donc, faire un calcul en glissement, cette fois, ça a un intérêt. Parce que c'est une variable de stock. Donc, quand vous avez une variable de flux, faire un calcul en glissement, ça veut dire que ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand vous avez une variable de stock, ça vous permet de repérer la variation annuelle sur les 12 derniers mois écoulés. Et puis à un moment, si vous vous arrêtez au trimestre 4, hop, vous récupérez la variation annuelle du chômage. Donc, évidemment, lorsque cela est possible, la première année, on ne peut rien calculer puisqu'on n'a pas l'année 2011. D'accord? Donc les endroits où on peut calculer ça, c'est uniquement sur ces valeurs-là. Donc je le calcule là, je vais faire 4734,8. Je vais le diviser par ce qui se passe un an avant. D'accord? Donc je vais comparer une colonne à l'autre colonne. Divisé par 4311,3 moins 1. Ça fait combien ça? Ce calcul-là, je peux le faire de la même manière, ici, 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 puisque, et là, ça va me donner le taux de croissance annuel. Je peux le faire là, là, et là, je ne peux pas faire. D'accord? Exactement comme là, puisque là, évidemment, je ne dispose pas des données qui permettent de comparer. OK? Donc, je peux faire ce calcul-là de cette manière-là.
Les données permettent-elles de déterminer le taux de variation annuel du nombre de demandeurs d'emploi sur une année calendaire? Une année calendaire, c'est ce qu'ils appellent une année civile. Okay. Donc évidemment, si vous prenez cette valeur-là, d'accord, vous avez bien calculé le taux de variation du chômage entre 2012 et 2013. En fait, vous allez plutôt dire le taux de variation du chômage entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013. Ce qui est bien une variation annuelle du chômage sur une année calendaire. D'accord. Bon, peut-être que, en fait, pour répondre rapidement à cette question, on a fait un fichier Excel, ce qui est quand même plus rapide. D'accord. Donc on a ces données-là. Ok, ça, c'est les données telles qu'on les avait. Et ce qu'on nous demande de calculer, c'est ça. D'accord. On nous demande de calculer le taux de variation en glissement annuel. Donc la formule, elle est très simple. Donc, il y a des endroits où on ne peut pas le calculer. Il faut la variable de l'année précédente. Et puis après, vous prenez ça, vous le divisez par ça, d'accord, et vous lui enlevez 1. Vous obtenez le résultat. D'accord. Je vais bien comparer la valeur à la valeur de la colonne précédente. Je lui enlève 1 pour trouver un taux de variation. Est-ce que je mets un dollar? Non, je ne mets pas de dollar parce que si je veux recopier cette formule, je veux toujours comparer la case de gauche à la case de droite, la case sur laquelle on est à la case qui est à sa gauche. Je n'ai pas besoin de mettre de dollars. Je rentre le résultat, d'accord. Et Excel n'est pas bête. Si je lui dis de calculer tout ça, d'accord, bah, évidemment, il y a plein d'endroits où il va crier parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'a rien sur le côté. Donc évidemment, là, il ne peut pas le calculer. Donc il met valeur, valeur, valeur. Et puis là, visiblement, je ne sais pas ce qu'il fait, là, il a l'air de considérer que ça vaut 0. D'accord. Donc il a mis moins 100% et moins 100%. Donc bien sûr, c'est pertinent que dans les cas où on peut le calculer. Dans ce cas-là, peut-être qu'on peut enlever ça. C'est pas joli. Et puis on enlève ça. D'accord. Et on obtient un résultat. Maintenant, effectivement, bah, quelle est la valeur annuelle? Bah, c'est la dernière. Là, d'accord, vous comparez le 31 décembre 2013 au 31 décembre 2012. Donc, ça fait 6,402%. On est OK? D'accord. Donc, on a une dernière notion à voir, je pense, comme ça. Après, on pourra faire la pause et faire le QCM. Parce que là, c'est quand même... ça va. Alors, je trouve que... Si oui, quel est le taux et sur quelle année? Donc, vous avez compris, hein, c'est 6,02%. Peut-être pas rentrer davantage dans le détail, pas très intéressant. D'accord. Ah, ça, c'est une dernière question. Alors, je l'ai modifié parce que mes collègues trouvaient que ce n'était pas clair comme question. Donc, je vais changer un peu l'énoncé, mais bon, c'est la même chose. On peut calculer un taux de variation annualisé ou un taux de variation trimestriel en rythme annuel. What does it mean? Quand vous calculez un taux de variation trimestriel, vous le calculez uniquement sur un seul trimestre. D'accord? Donc, typiquement, ici, par exemple, pour chaque trimestre de l'année 2013, vous pouvez regarder de combien a augmenté, je vais l'écrire comme ça, vous pouvez regarder de combien a augmenté le chômage entre le T2 2013, T2 13, et le comparer évidemment à ce qui s'est passé au semestre d'avant. D'accord? Ça, c'est un calcul qui consiste à calculer un taux de variation trimestriel. On est d'accord? Donc, pour le calculer, vous allez prendre 4796,9, la variation, le nombre de chômage au 31 juin. D'accord? Attention, hein, c'est au 31 juin. Vous allez le calculer par rapport au nombre de chômeurs au 31 mars, ou au 30 mars, je ne sais plus s'il y a 30, non, c'est 30 juin. Voilà, d'accord? Et ça, c'est bien un taux de variation trimestriel. C'est un taux de variation trimestriel. Vous allez trouver un certain nombre. Combien vous trouvez si vous calculez ça? Je ne l'ai pas hier, je me suis commandé une calculette collège sur Amazon. Donc je vais bientôt avoir une calculette. 0, dites-le moins pour cent. Non, 0,0, combien? Alors, allez-y. 0, c'est ça, d'accord, à peu près ça. D'accord. Ça fait, mettez plus de chiffres avant les virgules parce qu'après on va faire un truc supplémentaire. Combien après? 1, 3, 1, quoi après? Bon, ok. Blabla. Donc ça fait tout ça, d'accord? Donc ça fait
1,311%. OK? Mais ceci est un taux de croissance trimestriel. Donc, j'ai bien calculé le taux de croissance, le taux de variation trimestrielle, d'accord? Mais évidemment, ce taux de variation trimestrielle, il se réalise que sur un trimestre. D'accord? Ce que je voudrais, c'est l'écrire en rythme annualisé. C'est-à-dire, admettez, c'est l'inverse de calculer un taux de variation annuel moyen. C'est admettez que ça, c'est sur un seul trimestre. Admettez que cette tendance se prolonge 4 fois, c'est-à-dire sur 4 trimestres, c'est-à-dire sur une durée de 1 an. Rappelez-vous que dans 1 an, il y a 4 trimestres. De combien ça aurait augmenté? Sachant qu'il y a 4 trimestres au cours de l'année, d'accord? Et donc 1 an est constitué de 4 variations trimestrielles, d'accord? C'est ça, hein? OK? Pour calculer un rythme annuel, il faut que je le mette à la puissance 4, je mette quelque chose à la puissance 4. Et ce que je dois mettre à la puissance 4 pour l'annualiser, c'est tout simplement 1,01311. Ça, c'est bien le coefficient multiplicateur sur un trimestre, d'accord? Et dire que je le mets en rythme annuel, dire que je l'annualise, d'accord? C'est simplement le mettre à la puissance 4. Pourquoi? Parce que j'ai 4 variations dans un trimestre. Donc ce serait, quelle serait la variation annuelle si ce qu'on a observé au cours entre le trimestre 2 et le trimestre 1 se prolongeait 4 fois sur une durée de 1 an, avec 4 trimestres impliqués? Ben, ça serait ça le résultat. Donc ça, on va l'appeler comme ça, c'est la variation, je ne sais pas, annualisée, d'accord? Donc évidemment, ça mesure le même phénomène, mais ça le mesure en ayant en tête une variation annuelle. Et donc, c'est ce calcul-là que je fais, bien sûr. Et pour le faire, bien sûr, il faut que je le mette à la puissance 4 et il faut que j'enlève 1. Donc ça fait combien à peu près? 1,0311 à la puissance 4. Comme vous avez votre calculette, vous pouvez directement mettre puissance 4 sans faire l'arrondi. D'accord? Vous devriez garder le chiffre et puis le mettre directement à puissance 4, comme ça permet de traiter les arrondis en même temps. Vous l'avez supprimé? Il ne faut jamais supprimer. Ça fait, bon, c'est pas grave. À la puissance 4. 0,538, d'accord? Donc ça fait 5,34%, d'accord? Vous voyez que ce n'est pas très éloigné de 4 fois 1,3, d'accord? Évidemment, c'est toujours la même chose. C'est pas très éloigné de ça. Mais c'est ça, calculer un taux de variation en rythme annuel. C'est simplement, voilà, vous exprimez quelque chose. Donc c'est intéressant, je n'ai pas fait ça, peut-être l'année prochaine si je suis courageux, quand on aura toutes les données. Si vous dites que au cours du T2, entre le T1 et le T2, entre le T1 et le T2 de cette année, le PIB a baissé de 10%, d'accord? C'est en rythme trimestriel, d'accord? Donc ça veut dire que, d'accord, imaginez que c'est ça, hein, entre le T1 et le T2 2020, non, le T2 et entre le T1 et T2, d'accord? Il faut encore que faire attention parce que le confinement a commencé le 15 mars. Donc le T1 n'était pas totalement achevé, hein, d'accord? Et en France, on estime, je crois, que ça a baissé de 8%, d'accord? Là où la France produisait 100, elle a produit 92. Ça, c'est une baisse trimestrielle. Donc ça fait quelque chose qui est en trimestriel. Si vous le prenez en rythme annuel, il faut prendre 0,92 à la puissance 4. 0,92 à la puissance 4, ça fait combien? Ça fait 0,71. Bon, ça fait 0,71, d'accord? 8% en trimestriel, d'accord? Ça fait moins 29% en annuel, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la baisse de 8% qu'on a observée avait continué à se faire, d'accord, on aboutirait à une baisse de moins 29%. Ça n'a pas grand sens. Parce que justement, ce qu'on a observé, c'est plutôt que ça baissait, ça a remonté, bon, peut-être redescendre. Mais vous voyez bien la différence que ça peut faire de mesurer une variable en rythme trimestriel et en rythme annuel. C'est juste une manière de présenter les données. Donc là, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle annualiser une variable trimestrielle, une variation trimestrielle. On pourra faire la même chose sur une variation mensuelle. Dans ce cas-là, il faudra mettre à la puissance 12. Ou sur une variation
journalière. Dans ce cas-là, il faudrait le mettre à la puissance 365. OK. On se fait une petite pause de 5 minutes, histoire de... j'ai fini l'exercice, quoi, j'espère. Ah non, j'ai pas fini. On finit l'exercice, alors. Dernière question. On ne connaît pas le nombre de demandeurs d'emploi au trimestre 3 et 4 de 2014. Calculer l'acquis de variation. La technique de l'acquis de variation, c'est une technique qui est utilisée par l'INSEE, voilà, qui consiste à essayer de construire un espèce d'indicateur avancé de ce qui va se passer au cours de l'année. Quand vous faites un calcul d'acquis de variation, vous remplacez les variables que vous ne connaissez pas, les valeurs que vous ne connaissez pas, par la dernière valeur connue. Donc pour faire un calcul de variation, vous faites comme si les variables que vous ne connaissez pas pour l'année 2014, c'était la dernière valeur connue, c'est-à-dire 5043,2. D'accord? Et donc, ceci, ça nous permet de calculer l'acquis de variation de la variable au 30-06-2014. Donc l'acquis de variation, je ne sais pas, l'acquis de variation de la variable au 30-06-2014. L'acquis de variation 2014, on l'a coupé comme ça, au 30-06, ça revient en fait à faire comme si en 2014, la dernière variation connue, le dernier niveau connu, ça serait le niveau de 31 décembre, ce serait le dernier niveau connu, c'est-à-dire celui du 30 juin, donc la variable n'aurait pas bougé, ça serait donc 5043,2, d'accord? Et si vous voulez calculer un acquis de variation, il faut que vous regardiez de combien ça a varié par rapport à l'année précédente. Donc il faudrait le diviser par rapport à 4906,3. Vous faites comme si, en fait, le taux de chômage se stabiliserait. Comme si le taux de chômage se stabiliserait. Vous trouvez un certain nombre, et ce nombre ici, c'est 2,79%. Donc c'est l'acquis de variation du chômage au 30 juin. OK? Est-ce que vous pouvez en déduire quelque chose sur... est-ce que ça constitue une estimation? OK, donc vous avez compris qu'en fait, ça ne sert à rien de trop se compliquer. C'est la manière dont le chômage a cru sur les 2 premiers semestres de l'année 2014. D'accord? Puisqu'on a comparé le chômage au 30 juin au chômage au 31 décembre. Donc, ce qu'on a calculé, c'est juste un taux de croissance semestriel, rien d'autre. D'accord? Mais on appelle ça l'acquis de variation. Est-ce que c'est une estimation pertinente de la variation annuelle? C'est ça la question. Est-ce que c'est une estimation pertinente de la variation annuelle? Ben non. Pourquoi? Parce que c'est uniquement la croissance qu'on a observée au bout de 2 semestres. Or, vous voyez bien que effectivement, le chômage, il a cru en fait, il a augmenté. D'accord? Il a augmenté. Donc évidemment, en calculant l'acquis de variation, ce serait une estimation pertinente si vous supposez que le chômage va se stabiliser ensuite, ne va plus augmenter. Mais vous n'avez aucune raison de penser qu'il va se stabiliser, puisqu'il a augmenté au cours du premier semestre. Au cours du premier et du second semestre, et en rythme, sur 6 mois, il a augmenté de 2,79%. Donc une estimation plus convaincante, ça serait de prolonger la tendance, en quelque sorte, de dire que ça a augmenté de 2,79%, ça va continuer à augmenter de 2,79%. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 1,0279, c'est une observation qui est pour 6 mois, et vous la mettez au carré, comme ceci. Bonjour monsieur. Vous êtes un peu en retard là, non? Vous êtes un peu en retard, non? Ah non, vous n'êtes pas en retard, vous êtes largué là. Ou alors vous êtes dans un autre amphi peut-être. D'accord, donc vous êtes largué. Asseyez-vous. Non, asseyez-vous devant là. Voilà. Vous vous renseignez sur les horaires. Hein. Bon, ça va de soi. Alors, on va faire la pause. On va bientôt faire la pause. Bon, donc 1,0279, c'est le rythme sur 6 mois. Maintenant, si vous voulez le prendre sur un an, il faut le prendre 2 fois. L'estimation pertinente, je pense, ça serait plutôt de dire, l'acquis de variation, c'est pour faire ça, et si vous faites ça, vous allez trouver quelque chose qui vaut, j'en sais rien, ah oui, ça vaut 1,0565, c'est-à-dire plus 5,7%.
D'accord? C'est plus pertinent. Et ça va augmenter de 2,79. Et ben, vous voyez, si je prolonge cette tendance, ça va faire 5,7%. En fait, pourquoi cette question est posée? C'est stupide ce qu'on vient de faire. Calculer un acquis de variation, ça a du sens. L'acquis de variation a du sens pour une variable de flux, pas pour une variable de stock. A du sens pour une variable de flux. Et donc, en cours, et c'est pour ça que l'INSEE l'utilise pour le PIB. D'accord? Pour le PIB. Pour le PIB, calculer un acquis de variation, effectivement, ça a du sens. Ici, pour un taux de chômage, pour un chômage, ça n'a pas de sens, cette histoire d'acquis de variation. D'accord? Donc, du coup, ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens, mais c'est une variation semestrielle. Je ne sais pas comment on peut le dire. D'accord? Donc, effectivement, ça serait plus pertinent de le mettre carré. On fait une petite pause de 5 minutes, comme ça, on essaie de faire pas mal de QCM après. Voilà. Lié à ça. Donc on y va, on va voir ce que ça va donner là. Et puis quelquefois, il peut y avoir même des rédactions qui sont un peu ambiguës, alors on essaie d'éviter. Hein. Bon, donc on nous dit, le tableau ci-dessous retrace l'évolution du PIB trimestriel de l'Allemagne du troisième trimestre 2015 au troisième trimestre 2018. D'accord? Donc là, il faut faire attention, hein. C'est donc des taux de variation trimestriels en pourcents, d'accord, qui sont indiqués en pourcents. Et vous voyez aussi qu'ils ne sont pas en format pourcent dans Excel. Peut-être un peu un piège, ça. C'est-à-dire, c'est marqué 0,54. Donc, ce n'est pas marqué 0,54%. Ça veut dire que la case Excel, elle n'a pas été mise en format pourcent, en fait. Bon. Alors que, vous vous rappelez, moi, dans ce que je faisais, j'aime bien mettre les cases Excel en format pourcent. Ici, ce n'est pas en format pourcent. Donc, il faut voir aussi, il faut comprendre que là, vous voyez, le 2015 T4, c'est la comparaison du 2015 T3 avec le 2015 T4. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être pas nous être très, très utile dans l'analyse. OK? Le premier taux de croissance ici, quand on part, c'est bien le 2016 T1 qui compare le PIB 2016 T1 au PIB 2015 T4. Et là, c'est bien la variation entre le 2015 T3 et le 2015 T4. On s'intéresse à l'indice du PIB trimestriel allemand base 100 au T4 2015. D'accord? Donc, on part de 100 et on veut construire cet indice. Quelle formule doit-on entrer dans la cellule C3, donc ici, puis recopier vers la droite pour obtenir cette série d'indices? On nous propose 3 alternatives. Donc, on peut répondre directement à la question et puis regarder après quelle est la bonne. Bon, on peut peut-être regarder les alternatives, ça va nous aider. $B3 multiplié par 1 plus C2. Donc on va prendre le B3, c'est-à-dire qui est mis à 100. On va le fixer, puisqu'on met un $. Donc ça veut dire que si on le prend, il va être fixé dans le calcul à la colonne B. Et on va le multiplier par 1 plus C2. 1 plus C2, vous voyez que c'est la case, donc la colonne qu'on veut rentrer là hein, dans C2, c'est B3, on le rentre où? Oui, on veut le rentrer là en C3, d'accord? Et on va prendre cette valeur, donc B3, multiplié par 1 plus C2. Ok? 1 plus C2. Et donc 1 plus C2, c'est 0,91. Est-ce que vous pensez que c'est bon de faire ça? C'est faux pour 2 raisons. D'une part, en figeant le $, nous, ce qu'on veut, c'est calculer un indice base 100. On veut cumuler en quelque sorte l'évolution. Donc, ce qu'on veut calculer à chaque fois, c'est la case qui est là, la multiplier par ça, et avoir ce résultat. On veut faire, vous vous rappelez, j'avais mis ça en disant on veut faire un zigzag. D'accord? On veut multiplier ça, obtenir ce résultat-là. Multiplier ça, obtenir ce résultat. Multiplier ça, obtenir ce résultat, etc., etc. On veut faire un zigzag, on l'a vu. D'accord? Et donc, pour faire un zigzag, il ne faut pas figer avec un $. C'est un premier problème. Deuxième problème, le 1 plus C2, c'est bien 1 plus C2, mais attention, C2 n'est pas exprimé en pourcentage. Donc si on le fait, ça va marquer 1,91. Donc il faudrait
diviser C2 par 100 pour être bien en pourcentage. Donc, vous voyez que c'est exactement ce qui nous est indiqué dans la formule d'après. La formule d'après, c'est B3, d'accord? Donc c'est bien 100 multiplié par 1 plus C2 divisé par 100. Et si on le fait, et on l'avait vu, et vous pouvez le faire vous-même sur Excel, et si on le recopie, ça nous permet de calculer l'intégralité de la ligne directement. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B, d'accord? Avec cette histoire de zigzag. Vous vous rappelez, je prends, pour calculer la formule que je dois rentrer ici, en H3, c'est bien H3, c'est bien égal à G3 multiplié par 1 plus I1 plus I plus 1 plus 1 plus H2 G2, c'est 1 plus H2, d'accord, divisé par 100. Ok? Donc c'est bien ça le calcul qu'il faut faire, c'est bien B3 multiplié par 1 plus C2 divisé par 100. Donc c'est la bonne réponse. Question suivante. Donc des fois on nous demande des trucs aussi un peu... cet indice vaut 101,35 au T2 2016 selon Gaspard et 100,48 au T2 selon Melchior. Selon Balthazar, l'indice a augmenté de 1% entre T1 et T4. D'accord? Qui a raison? Peut-être qu'on peut essayer de faire le calcul que chacun doit faire. Donc que nous dit Gaspard? Gaspard, il compare, il cherche l'indice du T2 2016, base 100, T4 2015. D'accord? C'est ça qu'il fait, hein, Gaspard. D'accord? Donc il se place là, il est là, d'accord? Et donc il veut calculer ça. Comment on fait ce calcul? On doit faire ce calcul en cumulant les variations. Première variation, une variation de 0,91%, multipliée par une deuxième variation de 0,44%. Donc c'est ça le calcul qu'il faut faire. Et évidemment, il faut multiplier ensuite tout ça par 100. Et si vous multipliez tout ça par 100, vous obtenez combien? 101,35. Donc ça fait 1,0091 multiplié par 1,0044, le tout multiplié par 100. Ça fait 101,35. Donc il semble avoir raison, d'accord? Alors, évidemment, pour ceux qui sont très rapides, vous pourriez me dire, ça veut dire que ça a augmenté de 1,35% en cumulé. Et vous voyez qu'une autre manière d'obtenir encore plus rapidement le résultat, ça aurait été de se dire, ben, regardez, ça a augmenté de 0,91 et de 0,44, c'est des petites variations, et si je les additionne, d'accord, je trouve 1,35%. D'accord? Donc on n'a peut-être pas besoin de faire tout ce calcul pour y arriver. L'approximation est à peu près juste ici parce que, évidemment, on est avec des petites variations et donc ça revient bien à une augmentation de 1,35%. On est OK? Donc il semble avoir raison. Ensuite, Melchior. Melchior, il dit ça fait 100,48 au T4 2016. Donc Melchior, il se met là. Melchior, il n'est pas bon. Puisque il nous dit ça vaut 100,48 alors que vous voyez que ça continue à croître après le 2016 T2, ça augmente encore de 0,17 et de 0,39. Donc, le nombre qui est là, il est bien supérieur à 101,35. Donc, ça veut dire ce qui veut dire que Melchior, d'accord, avec son 100,48, ça ne peut pas être juste. On ne va pas le vérifier, on ne va pas donner la bonne réponse, parce qu'on nous demande après qui a raison, qui a tort. On n'est pas là pour le corriger. On dit, il raconte n'importe quoi. 100,48, ça ne va pas, ça continue à augmenter. Ça valait 101,35, ça continue à augmenter. Ça ne peut pas valoir 100,48. Pour ça, il aurait fallu qu'il y ait une décroissance. Ce n'est pas le cas. Selon Balthazar, l'indice a augmenté de 1% entre T1 2016 et T4 2016. Donc entre T1 2016 et T4 2016. Donc lui, Balthazar, il est un peu embêtant parce que ce qu'il veut nous faire calculer, c'est un taux de croissance cumulé. D'accord? Donc, comment on devrait faire ce calcul? On va calculer la variation cumulée, d'accord, du T1 2016 jusqu'au T4 2016. Alors, attention, quand on dit ça a augmenté du T1 2016 au T4 2016, il y a un piège. C'est que ceci,
n'incorpore que 3 variations. T1 2016 jusqu'au T4 2016, on s'intéresse, d'accord, du T1 2016 jusqu'au T4 2016. On s'intéresse à ce qui s'est passé au premier trimestre, au second trimestre, au troisième trimestre, au quatrième trimestre, sur 4 valeurs. Mais ça n'incorpore que 3 variations. C'est un peu rusé, ça. On ne dit pas qu'on va comparer le T4 2015 au T4 2016, le T4, d'accord. On va comparer le T1 2016 au T4 2016. On va comparer ce qui s'est passé du 1er janvier au 31 mars à ce qui s'est passé du 1er septembre, du 1er octobre, pardon, au 30 décembre. Il n'y a que 3 variations, et pas 4. Donc pour calculer ça, il faut juste prendre les variations qu'on observe au cours de l'année 2016, entre eux. Et donc vous voyez, là il faut faire attention parce que le taux de croissance que vous devez calculer, c'est le premier 0,96, c'est entre le T1 2016 et le T4 2015. Donc il ne faut pas comptabiliser celui-là. Il faut démarrer à partir de là. Ça va faire 1 plus 0,0044, c'est la première variation. Vous la combinez avec une deuxième variation qui est 1 plus 0,0017. Et vous la combinez avec une dernière variation qui est 1 plus 0,0039. Vous lui enlevez 1, puisque là c'est un cumul, d'accord? Donc je lui enlève 1 et je trouve ce taux de croissance cumulé. Ok? C'est un peu tordu parce que, effectivement, vous voyez dans la question, on dit entre T1 2016 et T4 2016. Donc évidemment, si vous allez un peu trop vite, vous allez croire que c'est sur l'année, mais en fait, non, c'est pas sur l'année. C'est entre le T1 2016 et le T4 2016. Il n'y a que 3 variations. Donc si vous calculez ça, vous trouvez combien Vous trouvez, j'en sais rien combien vous trouvez. Vous trouvez 1,01, c'est-à-dire 1%. Évidemment, vous trouvez 1%. Donc vous dites, il a raison. Si vous êtes extrêmement rapide, vous vous dites, mais ok, mais finalement ce 1%, c'est pas très éloigné de 0,44%, c'est la variation, la première. Si on avait fait la moyenne arithmétique, on aurait trouvé 0,44 plus 0,17 plus 0,39. 0,44 plus 0,17 plus 0,39, ça consisterait non pas à faire la moyenne arithmétique, mais cumuler les taux de croissance en les additionnant. On sait bien que c'est faux, mais c'est approximativement juste. Ben vous voyez, effectivement, si vous faites 44 plus 17 plus 39, vous trouvez 1%. D'accord? Donc ça marche. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce sont des petites variations, donc le cumul du taux de croissance est faible, d'accord? Et donc c'est bien 1%, et on aurait pu le trouver plus directement sans faire ce calcul, qui est évidemment beaucoup plus long, parce qu'il est beaucoup plus compliqué de faire des multiplications que des additions. Donc finalement, l'un a raison, les autres se trompent, d'accord? Donc lui, il a raison aussi, ok? Finalement, l'un se trompe, les deux autres ont raison, c'est bien la réponse B. Vous voyez, c'est juste une question, mais ça nous demande quand même un peu d'effort pour répondre. Ok. Que permet d'obtenir? Alors, vous voyez, il y a aussi un barème. Hein. Alors, n'oubliez pas que aussi dans les QCM, ok, il n'y a qu'une seule réponse qui est juste, si c'est bien fait, et il y a des points négatifs. Donc, si vous mettez une réponse qui est fausse, vous perdez des points. Le principe des points négatifs est très simple, d'accord, et c'est un principe que vous devez comprendre. C'est que si vous répondez de manière aléatoire, au hasard, à la réponse, il faut que vous obteniez 0, en moyenne. Vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez avoir de la malchance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonne réponse rapporte 1,5, d'accord? Et les autres réponses, si vous le mettez au hasard, vous allez avoir une probabilité de 1 tiers de cocher une des cases, d'accord? 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, ce qui se passe, c'est que la somme des points distribués, si vous le faites au hasard, c'est 0. Donc, si vous mettez une mauvaise réponse, vous perdez un quart de point. Donc souvent, il y a des étudiants, ils ne comprennent pas, par exemple, ils ont tout juste, mais il y a une réponse qu'ils n'ont pas su faire. Ils ont mis une mauvaise réponse. Quand vous mettez une mauvaise réponse, imaginez que ce soit noté sur 20.
vous avez tout juste, sauf cette question. D'accord? Et vous avez répondu A. Non seulement vous perdez un demi-point, ça vous fait 19,5 plutôt que 20, mais en fait, comme vous avez mis une mauvaise réponse, vous avez perdu moins 0,25. Dans ce cas-là, vous avez 19,25. Quand vous mettez une mauvaise réponse, d'accord, si vous partez à partir de 20, ça vous fait perdre 0,75 points. Non seulement parce que vous ne répondez pas à la bonne chose, vous êtes noté que sur 19,5, en plus vous avez perdu. Ce principe-là, il y a des tonnes d'étudiants il y a 2 ans qui n'arrivaient pas à le comprendre. Je recevais des tonnes de messages en disant je ne comprends pas, j'ai eu 18, j'ai eu 19, j'ai eu 19,25 alors que j'aurais dû avoir 19,5. Vous ne comprenez pas ce principe. D'accord? Quand vous mettez une fausse réponse, non seulement vous loupez la bonne réponse, mais vous perdez des points. Donc dans ces cas-là, si vous ne savez pas, il vaut mieux pas copier sur votre voisin qui sait peut-être pas mieux que vous. Dans ce cas-là, vous ne répondez pas. Et si vous ne répondez pas, bah, vous ne prenez pas les points, vous restez neutre. D'accord? Après, vous pouvez essayer d'avoir de la chance. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui ont des notes négatives, hein, qui ont des -2, des -3. Il y en a même qui ont des -4 quelquefois. C'est vraiment des gens qui n'ont pas de chance. Ils mettent tout au hasard, mais voilà, bah, tout au hasard, ils ont -4. Bon, c'est intéressant, mais ok. Que permet d'obtenir la formule 100 fois J3 divisé par F3? Vous voyez que peut-être que c'est pas bête quelquefois de ne pas se laisser trop influencer par les questions, de regarder. On nous dit que permet d'obtenir la formule J3 divisé par F3. Donc, J3, c'est là, d'accord, divisé par F3, multiplié par 100. Donc on prend l'indice bas 100 machin et on le divise par l'indice bas 100 bidule. Donc ça, c'est faire un changement de base. Prenez l'indice, on prend l'indice T4 17 bas 100, c'est pénible hein, ces notations. Bas 100 T4 15, vous le divisez par l'indice bas 100 T4 2016, bas 100 2015. Oh. C'est horrible, hein, parce que vous voyez, là, j'ai oublié le i. On prend plus de temps à faire des notations qu'à comprendre ce qu'on fait. D'accord? Vous multipliez par 100. D'accord? Bon, bah ça nous donne quoi? Ça nous donne l'indice bas 100, l'indice T4 2017, bas 100, T4 2016. On a fait un changement de base. D'accord? Donc, le taux de variation, de toute façon, en divisant des indices, on ne trouve pas des variations. Le taux de variation, ça ne peut pas être ça. D'accord? L'indice du PIB trimestriel allemand en T4 2017 bas 100 au T4 2016, ça me plaît bien. D'accord? Donc, c'est là qu'est la réponse C. OK. Suivant. Suivant, je ne sais pas pourquoi, ça fait. Ah, il n'y a pas de suivant? Mince. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai mis plein de pages comme ça, vides. J'ai dû trembler sur mon truc. On s'intéresse maintenant au taux de variation trimestrielle moyen du PIB allemand, arrondi à une décimale de pourcentage. Donc en gros, ce n'est pas très précis. Hein. Selon Tom, ce taux est de 0,7 entre T4 2016 et T4 2017. Donc T4 2016 et T4 2017. Donc ça, c'est le taux de variation trimestrielle moyen du PIB allemand entre T4 2016 et T4 2017. Donc on va comparer le T4 2016 au T4 2017. Donc cette fois, ok, taux de variation trimestrielle moyen entre le T4 2016 et le T4 2017. Donc ça, il faut comprendre que quand on fait ce calcul-là, ce qu'on implique là-dedans, c'est en fait tout ce qui se passe entre le T4 2016, c'est-à-dire entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. Donc en fait, ce qu'on applique dans ce calcul, c'est l'année 2017 en fait. C'est l'année 2017. Puisque c'est entre le T4 2016 et le T4 2017. Donc les valeurs que l'on va faire, c'est on va calculer un taux de variation trimestrielle moyen du PIB allemand, d'accord, sur 4 variations. D'accord? Sur 4 variations. Donc, ça, c'est ce que fait Tom. Donc, qu'est-ce qu'il calcule, Tom? Tom, il calcule, il fait un taux de variation trimestriel moyen, un TVTM,
d'accord, entre ces trucs-là. Et pour faire ça, il va combiner en fait ces informations-là. C'est pas évident parce que, rappelez-vous, le 1,11, ça veut dire que ça a augmenté de 1,11% entre le 31 décembre 2016 et le 30 mars 2017. D'accord? Donc, c'est bien 4 valeurs qui sont appliquées. Donc ça va nous faire du 1 plus 1,11% multiplié par du 1 plus du 0,5%, multiplié par du 1 plus 0,58%, multiplié par du 1 plus 0,53%. Je dois calculer le taux moyen. Donc tout ça, je dois le mettre à la puissance 1 quart moins 1. Et je trouve un TVAM. Ce TVAM, je vais calculer ça, oui. C'est à peu près égal à 0,6897%. Je mets beaucoup de chiffres après la virgule, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Mais évidemment, on est d'accord que, comme on nous demande avec... Donc ça, c'est le bon calcul. Arrondi à une décimale de pourcentage. Donc si on l'arrondit à une décimale de pourcentage, hein, une décimale de pourcentage, pour moi, ça fait 0,7%. C'est ça qu'on nous demande comme réponse. Hein, d'accord? Donc ça fait 0,7%. On aurait pu être plus rapide. Hein. On aurait pu faire 1,11 plus 0,55 plus 0,58 plus 0,53. Faire ça, le diviser par 4, c'est faire la moyenne arithmétique des taux de croissance. Évidemment, c'est faux, mais c'est approximativement juste. Et pour des petites variations, ça va marcher. Surtout si on nous demande peu de précision. 0,7, vous avez eu. Hein. Si on le fait, vous avez fait 1,11, ça fait 1,68, plus 0,58 plus 0,53, je l'ai calculé, ça fait 2,76, d'accord? Ok? Si vous faites cette somme-là, vous la divisez par 4, et ça, c'est exactement égal à 0,69. D'accord? Donc évidemment, comme les variations sont petites, finalement, les variations sont petites, le fait d'utiliser la formule exacte, bah, ça nous fait trouver le résultat, mais en même temps, voilà. Si vous êtes vraiment un étudiant très sûr de vous, vous pouvez y aller. Hein. Vous répondez directement à la question, on voit tout de suite la réponse à la question, on n'a pas besoin de faire trop de calculs, c'est facile de faire des additions. C'est plus compliqué de faire des soustractions, des multiplications. Maintenant, si vous mettez à la place de Géry, d'accord? Alors Géry, lui, il est un peu plus tordu parce que lui, ce qu'on nous demande, c'est pour Géry, c'est entre le T4 2017 et le T3 2018. Donc on nous demande le T4 2017 et le T3 2018. Donc ce que Géry fait, en fait, c'est comparer ces T4, donc c'est le 31 décembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018. D'accord? Donc en fait, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va faire un calcul qui ne tient compte que de 3 valeurs. Ces 3 valeurs-là. C'est ça qui fait Géry. Alors que Tom, il faisait ça. Donc qu'est-ce qu'il fait Géry? Il va calculer son TVTM de ce qu'il faut là. D'accord? On peut le calculer en faisant, comme tout à l'heure, 1 plus 0,36%, multiplié par 1 plus 0,45%, multiplié par 1 plus 1 moins 0,20%. Il y a une baisse de la résultat. Vous prenez la racine cubique de ça, vous lui enlevez 1 et vous trouvez un certain résultat. 0,2027%. Donc 0,2027, d'accord? C'est-à-dire 0,2%. Ok? Bon, visiblement, il a juste aussi. Maintenant, on aurait pu faire le même calcul que ce que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire si on avait additionné 0,36 plus 0,45 moins 0,20, on aurait trouvé combien? 0,36 plus 0,45, ça fait 0,80. 1 moins 0,20, ça fait 0,61. Si je le divise par 3, je trouve 0,61 divisé par 3, c'est-à-dire 0,203. Ok? Bah, vous voyez que c'est à peu près ce qu'on a trouvé. Ok? Donc, pourquoi? Parce que comme les variations sont très faibles, la moyenne arithmétique est très proche
du cumul par la multiplication. Donc, l'un se trompe, l'autre pas. Le jour de l'examen, en gros, vous avez à peu près une vingtaine de questions à répondre. En 1h30 ou 2 heures, je ne sais plus c'est combien. Donc il faut passer moins de 3 minutes sur chaque, moins de 5 minutes sur chaque question. Bon, mais il y a des questions plus ou moins dures, celle-là, elle n'est pas facile, je trouve, parce qu'il faut quand même faire le calcul. Donc les deux ont raison, d'accord? Donc les deux ont raison. Donc, ça serait dommage de faire tout ce calcul et à la fin de se prendre la tête aucun des deux, l'un se trompe et de ne pas donner la bonne réponse. Ok. Le tableau ci-dessous, selon Pat, la formule Excel qui permet d'obtenir le taux que Tom devait calculer. Donc là, alors là, vous voyez, la formule que Tom devait calculer. Donc Tom, c'était celui-là, hein, d'accord? Tom, c'était ce qu'il voulait calculer, c'était ça. Hein. Ça, c'est Tom. Et Jerry, lui, ce qu'il voulait calculer, c'était ça. D'accord? Vous vous rappelez, c'était la question précédente. Donc on nous dit, selon Pat, la formule Excel qui permet d'obtenir le taux que Tom devait calculer est la moyenne des G2, J2. Moyenne des G2, J2. Si vous faites ça, moyenne des G2, J2, vous faites la moyenne arithmétique. C'est pas totalement faux. Hein. D'accord? Vous savez que normalement, il faut calculer en faisant 1, en faisant la multiplication. Donc ça, on nous dit, Pat dit, il faut faire la moyenne arithmétique. D'après Stan, celle du taux que devrait calculer Jerry est 1 plus K2 multiplié par 1 plus L2 divisé par 100, multiplié par 1 plus M2 divisé par 100, c'est exactement ce que je fais, à la puissance entière, donc il y a bien 3, qui a raison? Alors, Jerry, là, Stan, il a totalement raison, c'est la bonne manière de faire. Mais ce n'est pas la manière la plus reposante. D'accord? Pat, ce qu'il propose, c'est juste une approximation du bon résultat. Donc franchement, la question, elle n'est pas géniale. Là, je n'ai pas été assez vigilant et j'aurais dû dire non, non, mais cette question, moi, je ne la trouve pas bien parce que c'est pas. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre? Aucun des deux. Non, il y a au moins Stan qui a raison. Les deux, en fait, Pat fait une approximation, mais elle n'est pas si bête que ça. Et l'alternative, c'est l'un se trompe, l'autre pas. Bon, j'ai l'impression que la réponse attendue, c'était l'un se trompe, l'autre pas. Bon, mais il ne se trompe pas, en fait. Il fait une petite erreur d'approximation. Ça, c'est une approximation. Moi, j'aurais plutôt eu envie de dire, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on a fait après. Du coup, on a peut-être neutralisé les points. Si l'un mettait les deux ou l'un se trompe, l'autre pas, on mettait le même nombre de points. Et ça permettait que les deux réponses soient justes lorsqu'on fait corriger le QC. Ok. Dernière question. Non, pas dernière, il y en a plein. Le PIB réalisé au dernier trimestre 2015 s'est élevé à 710 milliards d'euros. Donc on nous dit, au dernier trimestre 2015, c'est là, voilà, c'est 710 milliards. Quelle a été la valeur du PIB allemand de l'année 2016? Donc on a produit au dernier trimestre, entre le 1er octobre et 31 décembre, 710 milliards. Donc on nous demande maintenant, quelle est la valeur du PIB allemand de l'année 2016? Est-ce que vous pouvez la calculer? Bah oui, puisqu'on connaît le taux de croissance, donc on est capable de le reconstituer. Et ce qu'on nous demande, en fait, c'est de sommer, puisqu'on nous demande la valeur du PIB allemand de l'année 2016. Donc c'est sommer les 4 trimestres de l'année 2016. D'accord? Vous voyez, on peut le faire, mais c'est quand même un calcul. C'est pas très facile. Combien ça vaut? Donc dans ce cas-là, on pourrait faire le calcul, mais ça va nous prendre du temps. Et nous, on a peu de temps pour réaliser l'exercice. Donc, 3 alternatives. Environ 720 milliards. Non, puisqu'on nous demande un PIB annuel. On a payé, on a produit 710 milliards en 3 mois. On ne va pas produire 720 milliards en 1 an, sachant qu'en plus ça augmente. Donc ça ne peut pas être ça. On ne peut pas répondre à cette question. Bien sûr que si, on peut répondre à cette question. Puisque pour cela, il suffit de prendre le 710 et ensuite de le multiplier par 0,91, de prendre ce résultat-là, de multiplier par 0,91. En fait, de faire ça. De faire hop, on multiplie par ça, on calcule, de faire un zigzag, ok, comme ça, pour calculer le PIB trimestriel, et puis après de sommer tous ces éléments-là. On peut le faire, bien sûr. Donc bien sûr qu'on peut répondre à cette question. D'accord? Donc maintenant, la seule réponse qui peut être juste, sachant qu'il y en a toujours une qui est juste, c'est la première.
environ 2900 milliards. On n'a pas besoin de le calculer. Vous pourriez le calculer, d'accord? Pour le calculer, faites-le, réfléchissez-y, et dites-moi combien vous trouvez. Pour ce faire, prenez 710, vous multipliez par 1,091 pour obtenir le PIB au premier trimestre. Prenez ce PIB au premier trimestre, vous multipliez par 1 plus 0,44%. Vous prenez celui-là, vous multipliez par 1 plus 0,16, vous multipliez par 1,039. Vous obtenez les PIB de chacun des 4 trimestres, vous faites la somme et vous obtenez le résultat. C'est ça le résultat. D'accord? Et on n'a pas besoin d'avoir le résultat pour répondre à la question. Donc dans ce cas-là, on répond à la question sans chercher le résultat. On a fait par élimination. Ok. Ah, oula. Quelle formule donne le taux de croissance du PIB annuel en 2017? Alors ça, c'est quand même du tordu, parce que le taux de croissance du PIB annuel, ça consiste à prendre les 4 trimestres de 2017 et les comparer aux 4 trimestres de 2016, puisque c'est une variable de flux. Donc il faut additionner ce qu'on obtient sur une année calendaire, une année civile, et le comparer à ce qu'on a obtenu l'année précédente. Ok? Donc c'est sportif. Quelle formule donne le taux de croissance? Eh ben, regardez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit somme G3, J3. Alors, en Excel, la formule somme, ça revient à sommer les termes du vecteur. Donc, somme G3, J3, ça revient à faire J3 plus H3 plus I3 plus J3. Vous voyez que on va sommer les indices trimestriels, sachant que ces indices trimestriels sont dans la même base, dans la base 100 que 2015 T4. C'est exprimé dans la même base. Donc en fait, en faisant ça, vous allez obtenir effectivement quelque chose qui est la valeur du PIB de cette année-là, ça va faire de 2017, divisé par la valeur du PIB au T4 2015. Donc la somme des G3, J3, c'est une somme d'indices. Vous sommez des indices. Donc vous sommez l'indice du T1, d'accord, par rapport, c'est assez lourd à écrire, pour ça c'est plus lourd à écrire qu'à comprendre, plus l'indice du T2, toujours par rapport à T4, 15, plus l'indice du T3, toujours par rapport à la même base, T4, 15, puisque c'est la base 100, hein, d'accord, plus l'indice du T4. Donc ce qu'on calcule de cette manière-là, en faisant cette somme-là, c'est que simplement, on calcule quelque chose qui est le PIB. En sommant ces indices, on somme les différentes composantes, elles sont toutes sur le même dénominateur, qui est le T4 2015. On somme le PIB, on obtient le PIB 2017, c'est-à-dire la somme des PIB trimestriels, divisé par quoi? Par le PIB du T4 15, d'accord, multiplié par 100. Ça va être ça la somme de ces indices. Somme de G3, J3. Si vous faites le même calcul cette fois avec la somme des C3, F3, C3, F3, c'est le même calcul, mais fait sur l'année 2016. Autrement dit, la somme des C3, F3, c'est bien le PIB 2016 divisé par le PIB T4 15 multiplié par 100. En gros, c'est quelque chose qui vaut 400, d'accord? Puisque on somme 4 fois 100, quelque chose qui est proche de 100 à chaque fois. Si vous faites le rapport entre les deux et que vous enlevez 1, vous tombez sur un taux de croissance annuel. D'accord? Donc, la première réponse, je l'aime bien. Parce qu'en fait, d'accord, en faisant la somme des C3 F3, c'est la même chose, hein. Je commence à C3, vous voyez, c'est bien C3, ça va jusqu'à F3, donc on a bien un an, d'accord. C'est aussi le PIB 2016 divisé par le PIB T4 15 multiplié par 100. Ok? Et donc, vous voyez que si je fais le rapport entre les deux, bah en faisant le rapport entre les deux, vous voyez que c'est divisé par la même chose des deux côtés. Donc ce que vous faites bien, c'est que vous comparez bien le PIB 2017 au PIB 2016, et vous enlevez 1, donc c'est bien un taux de croissance. Donc c'est pas mal. La deuxième, pour être plus sûr, on pourrait arrêter là si on est sûr de soi, mais on regarde après le truc. Qu'est-ce qu'on nous propose après? Après on nous dit, bah non, mais ce qu'on peut faire, c'est prendre le cumul des taux de croissance trimestriels au cours de l'année 2017. C'est-à-dire prendre 1,11, 0,55, 0,58, 0,53, etc.
Ça, c'est pas calculer un taux de variation annuel. Vous n'allez pas obtenir un taux de variation annuel en cumulant des variations trimestrielles. Parce que vous comprenez que ce qui se passe, c'est que quand vous calculez un taux de variation annuel, vous comparez ce qui a été fait entre le 1er janvier de la dernière année et le 31 décembre de la dernière année, au 1er janvier de la première année, au 31 décembre de la première année. C'est ça que vous faites. Si vous faites le calcul tel qu'il nous l'indique, vous ne tenez pas compte de ce qui s'est passé avant. Vous tenez compte de ce qui se passe au cours de l'année, mais vous ne tenez pas compte de ce qui a été réalisé au cours de l'année 2016. Ça ne peut pas être la bonne réponse. D'accord? Et donc ça non plus, puisque aucune des réponses n'est correcte, comme on a dit que la première l'était. Donc voilà. Donc ça, cette question-là, elle n'est pas facile. Cet exercice n'a pas été très bien réussi, je crois. Ouf. Selon Pat, l'acquis de croissance du PIB annuel du troisième trimestre 2018 s'obtient en calculant. Alors, ok, on est en 2018, mais on n'a pas 2018 T4. D'accord? On n'a pas la dernière valeur. L'acquis de croissance du PIB annuel au troisième trimestre 2018 s'obtient en calculant quoi? En calculant 1,036 fois 1,045 fois 0,998 moins 1. Et en multipliant par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Comment? Excusez-moi. C'était, d'accord, c'est un mot qui est sorti comme ça. Ok. D'après Stan, il est donné par la formule. Oh là. C'est quoi l'acquis de variation? L'acquis de variation, c'est, vous faites comme si la valeur obtenue en 2018 T4 était égale à la dernière valeur connue, c'est-à-dire celle obtenue en 2018 T3. C'est ça, hein? La technique de l'acquis de variation, c'est on ne connaît pas T4, mais on connaît T3. Donc on remplace la valeur qu'on ne connaît pas par T3, la dernière valeur connue. Donc, ce que vous faites, c'est que vous considérez dans les indices, ici, que cette valeur sera la même que celle-là. D'accord? Et donc, ce que vous allez faire, c'est qu'effectivement, vous allez prendre le PIB de l'année 2018 en faisant comme si le T4 était le même que le T3. Donc, pour calculer ce taux de croissance, il vous suffit, comme on l'a fait dans la question précédente, d'additionner ces 4 indices en considérant que l'indice T4 est le même que l'indice T3 et le diviser par la production en 2017, à savoir l'addition de ces 4 indices. Donc, ça consiste bien à faire la somme des K3 M3 plus M3, parce que M3 se réalise 2 fois, en T3 et en T4, d'accord? Et le diviser par quoi? Par la somme des G3, J3, c'est-à-dire par quelque chose qui est le PIB de 2017 exprimé en base 100 T4 de 2015. D'accord? Donc si vous faites cette deuxième formule, d'accord, cette deuxième formule, elle est juste. La première, c'est pas la même technique, puisque la première, elle a le même défaut que celle qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire qu'elle ne considère pas ce qui s'est passé au cours de l'année 2017. Elle fait comme si on additionnait uniquement ce qui s'était passé au cours de l'année 2018. Donc, la bonne réponse, c'est Stan. Donc, l'un se trompe, l'autre pas. Pas facile, hein? Donc ça, il faut travailler sur la notion d'accès de croissance. Donc cet exercice, si je le fais avec vous, c'est que je trouve plus difficile que les exercices qu'on a fait, que les autres qu'on a fait. Ok, je vous conseille, ce que visiblement je n'ai pas fait après, je vous conseille très fortement d'essayer de faire les autres QCM pour vous entraîner. Et je pense que, je ne suis pas sûr, mais je pense que l'année dernière, j'avais dû le corriger, je crois, sur ma chaîne YouTube, comme ça. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.